on est au port de Pornichet. Et donc on va sortir, super journée. À 8 h, le port est extrêmement calme. Un peu comme une ville, tout le monde dort encore. C'est bien sympa. Bonjour. Alors aujourd'hui, il y a aussi un grand concours de pêche. Ils sont tous prêts à repartir, une sorte de championnat local de la pêche au bar. Aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir la baie de la Baule avec la baie de la Baule, à vrai dire la Baule, le Pouliguen, il faut quand même le préciser. Trop fréquemment, on dit que la baie de la Baule. Non, non, c'est la baie de la Baule, le Pouliguen. Avec quelques îlots, petits amas rocheux, qui font une belle jonction. Je ne vous en dis pas plus. Déjà, dans un premier temps, il faut sortir du port, tout est calme, tout le monde dort, on a une petite vitesse, il faut respecter la législation. Un port le matin très tôt, c'est un peu comme une ville. Tout le monde dort, en plus on est un dimanche matin, tout le monde dort, tout le monde se repose. Et puis ça va commencer à prendre un peu d'activité vers 8h30, 9h. Et de 9 à 10, alors là c'est le défilé, tous les bateaux sortent. C'est pas mal d'encombrement, ça ressemble pas encore à la place de la Concorde, mais par moments, des fois, ça y ressemblerait presque. D'autant plus que beaucoup de marins de plaisance sont un peu comme les automobiles. Il y en a certains qui maîtrisent bien leur véhicule, leur trajectoire, leur encombrement. Et en bateau, c'est un peu la même chose. Et puis surtout qu'il n'y ait pas d'accrochage. Voilà, c'est le but. Et que ça reste dans la convivialité et la politesse. Alors, on va déjà mettre aussi un élément qui est relativement décisif pour éviter toute brûlure sur le crâne. C'est cette petite casquette qui a l'avantage aussi d'avoir un petit lien qu'on accroche à la chenille. Voilà, comme ça, si elle quitte votre tête, eh bien ma foi, elle tombe pas à l'eau. On peut aisément la rattraper. Donc là, on vient de passer la sortie du port. On va pouvoir remettre un petit peu de gaz. Donc comme je vous le disais, on va faire un petit tour dans la baie de la Baule. Baie de la Baule, le Pouliguen, je le reprécise. Mais bon, par réflexe, je fais comme tout le monde. J'appelle ça la baie de la Baule. Là, on est à quasiment marée haute. La mer est super calme. Il n'y a pas de bateau. Donc, on va aller en direction de l'île des Évins. Et puis, ma foi, je vais vous la montrer déjà de l'extérieur. Allez, c'est parti. Donc, pour votre information, la baie de la Baule, vous voyez, à marée haute, quand je regarde la profondeur, on a à peine 6 mètres d'eau, ce qui est quand même pas énorme. Et donc, on va arriver sur les Évins, qui est un petit îlot à la fois rocheux et en même temps avec une jolie plage. Cet îlot est souvent envahi au mois de juillet, au mois d'août, par d'une part les plaisanciers qui restent à bord de leur bateau, et puis d'autres qui viennent avec des esquifs un peu plus légères, qui leur permet donc de débarquer très très facilement. Et puis c'est tout à fait convivial. Et d'une façon très très surprenante, c'est que cet îlot, il est tout très très propre. C'est-à-dire que personne ne laisse ses bouteilles, ses épluchures de tout et de n'importe quoi. Chacun est assez respectueux de ce fameux environnement. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment très très peu de monde, quasiment même personne. Donc il y a une partie qui est assez rocheuse, droit devant nous, avec un éperon. Il faut dire aussi que lorsque les marées sont très très hautes et qu'il
les coefficients donc aussi sont importants. Et en période de tempête ou de vent d'ouest, sud-ouest, eh bien la plage est quasiment recouverte, ça fait de la déferlante. Donc en arrière-plan, avec le grand château d'eau, en arrière-plan de l'île, vous avez donc la pointe de Pin-Château, qui se trouvait donc sur la commune du Pouliguen. Là, ici, donc, on a une vue complète de la baie de la Baule. La sortie de la baie de la Baule-le-Pouliguen, juste au large, est marquée par une ligne de haut fond rocheux qui prolonge la pointe de Pin-Château. Le plus important de ces hauts fonds est celui des îlots inhabités des Évins. Cette terre est dépendante de la commune de la Baule-Escoublac. D'ouest en est, on trouve successivement les îlots et rochers suivants: les Évins, les Troves, passage obligé pour les bateaux de bonne dimension se rendant à destination du port de plaisance de Pornichet, Bagnols, souvent recouverte lors des marées hautes de forte amplitude, la Pierre Percée et le Grand Charpentier, sur lequel est situé le phare du Grand Charpentier, bien reconnaissable à partir de la côte. Nous nous en approcherons prochainement. Les Évins, parfois nommés île des Évins, est un récif situé à la sortie de la baie du Pouliguen, à peu près à 3 km au sud-est de la pointe de Pin-Château, au Pouliguen, 3,5 km au sud-ouest de la pointe du Bec à Pornichet et 4 km au sud du fond de la plage de la Baule. Cette île est donc plantée au milieu de la baie et est appréciée par de nombreux Baulois et Pornichétains qui y accostent parfois en bateau. L'île des Évins est aujourd'hui déserte, mais elle a connu différentes activités par le passé. À la fin des années 20, un commerçant y exploita ainsi un café pendant les saisons. Un dépôt d'essence y fut ensuite installé pour les hydravions et appareils de manutention. De 1960 à 1975, Robert Legrand y installa un chalutier aménagé en bar. Ce dimanche 23 juin 2019 a eu lieu la première édition du XXIe siècle de la traversée Les Évins vers la Baule à la nage. La traversée Les Évins à la Baule est alors ressuscitée. Les 80 inscriptions ont été prises d'assaut. Nager de l'île des Évins jusqu'à la plage de la Baule est un challenge qui a existé pendant plusieurs décennies. Tantôt arrivant au casino de la Baule, dans les années 1950, tantôt arrivant au Pouliguen, les années 70 à 80, plage du Nau, à la sortie du port, côté ouest de la Jetée. La traversée s'effectuait déjà en peloton encadré au début des années 1950, puis dans le courant des années 70-80. Longtemps oubliée, cette épreuve à la nage est ressuscitée ce dimanche 23 juin 2019, grâce à une équipe de passionnés. 80 nageurs, dont 15 femmes, de tous les âges, entre 21 et 77 ans, issus des clubs locaux de tout le 44, se sont élancés de l'île des Évins à 15 h, pour une arrivée au village accueil situé au niveau de l'avenue de Saumur, allée Cavalière de la Baule, à partir de 16 h, 16 h 30 pour les plus rapides. C'est une épreuve historique construite sur les souvenirs du siècle passé. Certains se souviennent même d'un marathon nautique entre Donges et le casino de la Baule en 1954. Mais nous souhaitons plutôt un événement accessible à tous, pour lequel il n'est pas nécessaire d'être un athlète, confie Gaël Archimbault, qui tient à souligner l'excellent accueil reçu auprès du personnel des affaires maritimes. Je le cite, « Ils se sont rendus très disponibles et nous ont facilité les démarches concernant la réglementation, la sécurité et même les contraintes liées à Natura 2000 sur l'îlot des Évins. Pour être complet,
Précisons que le vainqueur de cette course 2019 est Marc Rolland, 73 ans, membre du club de plongée de la Baule en 1h10 avec palme et tuba, suivi dans l'ordre d'arrivée par Yann Latimier en 1h20 environ, sans palme, Henri-René Dardan, Emmanuel Evan et Gaël Archimbault. Cette traversée n'est pas une course, elle n'est pas chronométrée. C'est un challenge sportif, convivial et non ouverte aux débutants pour des raisons de sécurité. Les inscriptions ont été bouclées en un rien de temps. Le public a attendu en nombre sur la plage pour accueillir les nageurs sous de fortes acclamations, saluant les exploits de chaque participant. Le 5 août 1962 est déclaré l'état libre des Évins qui y fête même sa naissance officielle. Fantaisie et humour règnent alors sur ce bout de terre. Une histoire encore plus incroyable mais vraie. Les Évins sont un des vestiges de l'Atlantide disparu dont parlait Platon dans son ouvrage Critias. C'est un plongeur du Pouliguen passionné d'histoire qui l'affirme. Voilà, maintenant donc nous allons partir en direction de l'île de Bagneux. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va s'arrêter quelques instants pour admirer ce joli paysage que je vais vous faire découvrir immédiatement. Donc ce petit îlot qui se trouvait devant nous, voilà, qui n'est pas bien haut, qui présente aussi une caractéristique d'un petit éperon rocheux sur la partie centrale. Et donc là, cet îlot est bien réputé aussi pour la pêche au moule. Un accostage assez difficile parce que les hauts fonds sont vraiment très très importants tout autour. On va quand même s'en approcher un peu. Donc on restera quand même à petite vitesse. Là actuellement on a quand même 6 mètres de fond. Voilà donc ce fameux îlot de Bagneux. Cette île est située à 2,5 km du rivage. Il s'agit d'un banc de sable entouré de quelques rochers qui sont recouverts à marée haute lors des grandes marées à fort coefficient. Elle appartenait autrefois au Pouliguen. Aujourd'hui, elle dépend administrativement de la commune de Pornichet. L'accès en bateau y est très compliqué, car les têtes de roche sont à fleur d'eau. Il faut donc y accoster avec une extrême prudence. C'est un endroit parfait pour la cueillette des moules. Elles y sont très abondantes et magnifiquement de taille généreuse. On y trouve aussi quelques huîtres sauvages, très iodées et bien difficiles à décrocher des rochers. La pêche aux moules y est donc possible, à titre de loisir aux périodes dûment autorisées. La taille minimale est de 4 cm et le seul engin de ramassage autorisé est la cuillère. La quantité maximale journalière est de 5 kg par personne, ce qui correspond à la consommation d'une famille. La saisonnalité de la pêche des moules est liée à son cycle de reproduction.
mais également à la pression du marché qui est très demandeur. Historiquement, l'ouverture des gisements mouliers intervient de la fin avril à la mi-juin en fonction de la demande commerciale, les moules n'étant pas encore à un niveau optimal de qualité. Ces gisements ferment en cours d'automne en relation avec les rendements et la baisse de la qualité du produit. La seconde saison des moules de Bouchot, et notamment les AOC de la baie du Mont-Saint-Michel, commence mi-juillet et va se poursuivre jusqu'à la mi-février. Quelle est la meilleure saison pour manger des moules? Selon la tradition, effective aussi pour les autres coquillages comme les huîtres, on ne devrait manger des moules que pendant les mois se terminant en R, janvier, février, mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre. Certains vont même jusqu'à dire que les moules se mangent uniquement pendant les mois se terminant par BRE, soit les 4 derniers mois de l'année. Cela voudrait-il dire que l'on se priverait de ce mets tout le reste de l'année? En fait, cette tradition remonte à Louis XV pour des raisons sanitaires de conservation. En réalité, il est possible de manger des moules toute l'année grâce à une grande diversité de variétés et d'origines disponibles sur le marché. L'arrivage des moules dépend de la période de reproduction de chaque espèce. En France, la moule de Bouchot, élevée sur la côte atlantique et la côte de la Manche, se retrouve généralement sur les étals des poissonniers entre juillet et janvier. La moule de corde est commercialisée entre mai et fin août. La moule commune, ou Mytilus edulis, la plus répandue et la plus consommée en Europe, se déguste de mai à février. La moule méditerranéenne, ou Mytilus gallo-provincialis, ne quitte quasiment pas les étals de l'année. On peut donc en manger en toute saison. Lorsque les moules françaises sont en reproduction, certains pays prennent le relais. Aux Pays-Bas, par exemple, la saison des moules de Zélande dure 9 mois, de juillet à mi-avril. Du côté de l'Irlande, il est possible de trouver des moules quasiment toute l'année, même si la principale période s'étend de septembre à avril. En Espagne, les moules de Galice se mangent aussi toute l'année. Et le goût dans tout cela. S'il est possible de manger des moules de janvier à décembre, n'oublions pas que selon la variété et la saison, le goût ne sera peut-être pas le même. Si, en France, les moules servies de septembre à avril sont généralement charnues et extrêmement goûteuses, les moules vendues entre mai et fin août ont tendance à être plus laiteuses. À vous de choisir selon votre préférence. On va maintenant ressortir de cet ensemble de roches pour aller voir l'île de la Pierre Percée. On va donc se poser et découvrir ce site par les airs. L'île de la Pierre Percée, également appelée île aux Mouettes, est une île française se situant à environ 1,5 milles nautiques des plages de Bonne-Source et de Sainte-Marguerite, de la commune de Pornichet, au sud-est de la baie du Pouliguen. L'île est nommée de la sorte en raison d'un gigantesque trou perçant de part en part sa barre rocheuse centrale et d'un second trou moins visible et plus petit percé dans le sens sud-sud-est. Elle a inspiré un roman à Jules Sandeau, La Roche aux Mouettes, publié en 1871. Ce roman pour enfants
racontait une fabuleuse histoire. Leur barque ayant heurté un récif, 12 jeunes garçons se retrouvent sur un îlot désert, la Roche-aux-Mouettes. Pour se remettre de leur émotion, ils vont se raconter tour à tour des histoires à la fois drôles et fantastiques. Mais de terribles dangers viennent les menacer. Ils y échapperont cependant après d'extraordinaires péripéties et ce sera le retour au Pouliguen sous les acclamations de tous les habitants du hameau. Cette passionnante aventure suscitera une vocation. Marc, l'un des jeunes garçons, décide en effet de devenir marin. La Roche-aux-Mouettes est aussi un film français, réalisé par Georges Monca et sorti en 1933 d'après ce roman de Jules Sandeau. Marc-Henri, le jeune fils d'un industriel lyonnais, est parti se refaire une santé à La Baule avec sa maman. En se promenant sur les quais, il fait la connaissance d'autres enfants du pays. Parmi eux, le petit Le Goff, un fils de marin-pêcheur, qui l'entraîne avec les autres faire un tour en mer vers la Roche-aux-Mouettes pour goûter. Malheureusement, leur barque, mal amarrée, se fracasse sur les rochers à marée haute, les empêchant ainsi de revenir à terre. Les enfants se retrouvent alors contraints de passer la nuit sur l'îlot en pleine tempête. Ils sont alors secourus, dès le lendemain, par le père Le Goff, très inquiet, comme tous les autres parents, de ne pas les avoir vus rentrer au port. Mais le petit Marc manque à l'appel. Et donc maintenant, on va prendre la direction du phare du Grand Charpentier, qui se trouve être droit devant. Allez, c'est parti. Donc là, on approche du phare du Grand Charpentier. On a un cormoran qui passe devant nous. C'est merveilleux. Voilà donc le Grand Charpentier. Voilà, on va se mettre à l'ancre et partir dans les airs pour faire le survol de ce phare, le Grand Charpentier. Le phare du Grand Charpentier est situé à plus d'1 mille au large, soit un peu plus de 2,5 km de la côte de la pointe de Chemoulin et de son sémaphore. Il est posé sur le plateau rocheux des Charpentiers et il jalonne l'estuaire de la Loire. Il marque ainsi l'accès au port de Saint-Nazaire. Construit de 1884 à 1887, le phare actuel est de couleur grise avec une lanterne verte. Il ne se visite pas et son accès reste difficile. Seul un canot peut aborder, avant la basse mer, à une petite jetée de 56 mètres de long. Le phare fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 22 novembre 2011. En 1805, Mathurin Crucy propose un plan du phare inspiré par l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte. Signé le 28 juillet 1808, ce projet d'un phare pyramidal est un élément d'un vaste projet d'aménagement du port de Saint-Nazaire, conçu par les frères Crucy, qui possèdent ensemble une société d'armateurs. Mathurin Crucy propose à Napoléon Ier l'ensemble du projet lors de la visite de celui-ci à Nantes du 8 au 10 août 1808. L'empereur allant jusqu'à effectuer le voyage jusqu'à l'embouchure de l'estuaire. L'idée des Crucy fait son chemin, mais le projet du phare pyramidal reste à l'état de dessin. Dès 1826, une balise en fer sur les rochers des Charpentiers signale l'embouchure de la Loire. En 1850, une tourelle en maçonnerie la remplace.
Elle est reconstruite en 1877, après une forte tempête. En 1887, elle est à nouveau détruite. En 1888, une tour cylindrique de 25 mètres de haut reçoit un feu à éclat régulier, 5 secondes à secteur rouge, blanc et vert. Pendant la guerre 1939-1945, le phare est éteint. Il est rallumé dès le 13 août 1945. Cette balise aura aussi vu le naufrage du RMS Lancastria le 17 juin 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, faisant probablement plus de 4000 victimes. En 1954, il est équipé d'un aérogénérateur pour charger les batteries d'accumulateurs du poste émetteur-récepteur. En 1966, un câble électrique sous-marin de 3000 watts assure l'autonomie de son nouveau feu électrique. En 1967, une plateforme pour hélicoptère est installée sur sa lanterne. En 1969, l'automatisation est réalisée, mais les gardiens resteront présents jusqu'en 1972. En 1987, la plateforme pour hélicoptère installée 20 ans auparavant est démontée. Voilà, donc maintenant, on va retourner au port de Pornichet. Allez, c'est parti. Vous avez certainement remarqué qu'au phare du Grand Charpentier, la mer était un tout petit peu agitée. Effectivement, c'est un secteur avec la sortie de la Loire et la jonction avec la baie de la Baule, le Pouliguen. Eh bien, les vagues se croisent, les courants se croisent aussi. Là, aujourd'hui, il fait particulièrement très beau temps, donc c'était peu intense, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas vraiment un secteur où il faut aller naviguer. Par contre, c'est peut-être un secteur où il y a du bon poisson. Ça, seul sera conservé le secret. On va profiter de cette mer particulièrement calme pour faire une petite pointe de vitesse. Voilà, on est à 55 km/h. Voilà. C'est pas très souvent où on peut avoir le plaisir de cette grande vitesse, d'autant qu'il n'y a personne dans la baie. On ne prend pas de risque, il n'y a pas de nageurs, de véliplanchiste, de voilier. C'est comme en automobile ou en moto. On fait de la vitesse quand il n'y a personne. On ne peut pas faire prendre de risques aux autres ni à soi-même. Voilà, soyons raisonnables. Réduisons un peu, on approche de l'entrée du port. On arrive à l'heure où beaucoup sortent, donc ça risque d'être un tout petit peu délicat, mais enfin on va le faire tranquillement. Vieux principe de marin, petite vitesse, petit dégât, grande vitesse, grand dégât. Bonjour. 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 Je vous disais tout à l'heure, lorsque nous sommes partis, qu'il y avait un peu plus d'activité vers 9h, 9h30. Ah oui, ça commence à sortir, le temps est beau. Et puis aujourd'hui, il y a, je crois, un gros événement dans la baie.
Voilà une promenade bien sympathique et très agréable. À la rencontre de la Loire et de l'océan Atlantique, entre Saint-Nazaire et Corsept, se trouve une île minuscule chargée de plusieurs siècles d'histoire. Cet ensemble minéral, accessible uniquement par bateau, se situe à 400 mètres du bord du fleuve côté sud, juste en face du terminal gazier et pétrolier de Donges. C'est l'île Saint-Nicolas-des-Défunts. C'est un petit bout de terre émergé de 54 mètres par 31 mètres. Il n'est donc pas plus grand que 2 terrains de basket, tout plat, bien rectangulaire et pourtant visible depuis le pont de Saint-Nazaire. C'est la dernière île de la Loire avant l'océan. Il ne faut pas la confondre avec le banc Bilot, plus imposant. Le banc Bilot est plus facile à repérer parce qu'il est plus grand, plus végétalisé et plus près du pont, mais ce n'est que du sable. Un sable qui vient du dragage du port de Donges à la fin des années 1970. L'île Saint-Nicolas-des-Défunts, c'est un rocher plat dominant suffisamment le fleuve pour avoir intéressé l'homme depuis la préhistoire. On y a même trouvé un menhir. Les Vikings s'y sont probablement arrêtés avant d'attaquer Nantes en 843. À partir de 1137, le seigneur de Corsept, un certain Gosselin, cède l'île aux moines gris de l'ordre de Tiron qui s'y installe pour près de 400 ans et la baptise l'île Saint-Nicolas, saint patron des mariniers. Il s'y érige notamment un petit oratoire en dur dont il reste peu de traces. Pourquoi s'être installé sur un lieu aussi ingrat ? Probablement parce que les religieux soignaient les mariniers qui, en retour, leur laissaient des offrandes. Ainsi, les religieux y accueillent les navires en détresse et leur lot de malades. Beaucoup d'affligés y rendent l'âme, si bien qu'on rebaptise l'endroit Saint-Nicolas-des-Défunts. Victimes de pillages pendant les guerres de religion, les insulaires la désertent au XVIe siècle. En 1653, année de la grande recrue de Maisonneuve, le bateau Saint-Nicolas de Nantes quitte le port de Saint-Nazaire pour la Nouvelle-France et Montréal avec, à son bord, une centaine de futurs colons. Malheureusement, l'embarcation prend l'eau, ce qui force l'équipage à faire demi-tour. Craignant une désertion majeure, le fondateur de Montréal confine ses passagers sur l'île pour ne pas qu'ils s'échappent. On suppose que les anciens bâtiments des moines servent, malgré leur désuétude, à les héberger. Bien que controversée, cette séquestration aura, en bout de ligne, certainement sauvé Montréal et peut-être même la Nouvelle-France. Un rapport des échevins nantais en 1713 fait état de l'existence de ruines maçonnées. À la Révolution, ce bien de l'église passe à la commune, puis est racheté par le royaume du fait de sa situation géographique. L'île Saint-Nicolas-des-Défunts refait parler d'elle lorsque Louis XIV cherche des lieux de quarantaine pour lutter contre la peste qui ravage le nord de l'Europe. L'île est interdite aux habitants de Corsept. Tous les navires qui remontent la Loire doivent y faire patienter leur équipage. Triste vocation qui est reprise par les révolutionnaires après 1789. Ils commencent même à édifier un mur d'enceinte sur l'île avant de tout abandonner faute de crédit. Saint-Nicolas-des-Défunts tombe en désuétude. L'île, qui appartient toujours à la commune de Corsept, finit par être vendue à l'État. Des paysans la louent pour y faire du foin. Autour des années 1820, un grandiose projet de lazaret, établissement de quarantaine, est retenu. Des murs d'enceinte et des quais sont construits. Faute de crédit, le projet est abandonné pour être transféré sur Minden. On songe alors à faire une poudrière sur l'île, mais le ministère de la Guerre refuse. Finalement, l'État décide de vendre l'île en 1899. Elle est achetée par un notaire de Paimboeuf, mais celui-ci, ayant fait banqueroute, s'enfuit à l'étranger. Finalement,
Un ingénieur des ponts et chaussées de Paimboeuf, M. Lapeyre, achète le site en 1933, mais n'en profitera pas car il décède la même année. Sa fille est actuellement la propriétaire de ce petit havre de paix et d'histoire. L'île Saint-Nicolas-des-Défunts est un des rares endroits de l'estuaire à être totalement resté sauvage, et de nombreux oiseaux viennent y nicher au printemps avec l'assurance de ne pas être dérangés. Sans être accessible, l'île reste un bel objectif de promenade. Par temps sec, la balade le long de la Loire entre Saint-Brévin et Corsept permet de s'en approcher un peu. Nous embarquons à Paimboeuf, sur la rive gauche de la Loire, face à Donges, pour nous rendre à Lavaux-sur-Loire, situé sur la rive droite, à moins de 8 km au sud de Savenay. Notre destination, la Maison du Port. Une découverte et un lieu atypique où l'accueil y est formidable. Qu'est-ce qu'ils font dans cette usine? Rouge à lèvres, déodorant, bombe de peinture. Non, souris, non, À la grise. la grise, parce que l'enchaînement du passe. D'accord. « 15 ans après l'abandon du projet d'implantation d'une centrale nucléaire, le site du Carnet à Frosset, qui se présente devant nous, accueille une éolienne construite début mars 2012, et pas n'importe laquelle. L'Aliade 150 est la plus haute éolienne du monde. 176 mètres en bout de pale, soit une demi-tour Eiffel. Elle est aussi l'une des plus puissantes avec sa turbine de 6 MW. Afin de pouvoir accéder au chenal menant à la maison du port de Lavaux, il reste très important de bénéficier d'une marée haute à fort coefficient, ce qui aujourd'hui est le cas. Le coefficient est de 104. Sans ce marnage important de presque 6 mètres à la hauteur de Saint-Nazaire, les bateaux ne peuvent pas emprunter le chenal en toute sécurité, mais l'accès reste discret et difficile pour celui qui n'a pas la connaissance des lieux. Ok, yo.
derrière. On va te laisser finir ta manœuvre. Oui, mais bon, encore 2 heures, 2h30. بنا بعيد مدى الدنيا حديد ما جيت واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية Nous arrivons à destination, la maison du port. Le lieu semble d'un autre temps. Bonjour. un cric dans le Il y a la voiture au bout. Sûrement. Ah, tu prends ça dans le lit, après. Ben voilà. Tu vas avoir la roue au bout. Là, c'est vraiment des cochons ceux qui ont laissé ça. Hein. Non, mais c'est parce que ça, c'est. Là, il y a logiquement là, le corps mort qui est là. Ah d'accord. Là, le corps mort, et ça correspond, mais c'est la montagne. On est dans une douve, hein, dans un marais, là. On est bien. L'eau, elle est à 25 degrés. Aussi bon une confort. Là, on a eu un temps, mais si, quand t'es parti, on est resté un petit peu, d'un seul coup, ça s'est couvert, mais il s'est frisqué. Puis en fait, bon, c'est bon, passé. Bah écoutez, moi j'ai mon petit hier, pétillant. Cassis. Voilà la bière. Salut, tu veux quoi? Bien. Mais non, mais.
Dans le ballon. Regarde un peu, là, on commence à avoir une belle lumière avec un soleil qui se couche. Comment tu faisais? Je le refais, mais c'est la dernière. Oui, Ah, c'est magnifique. voici là on repart là. Alors? Super, hein? Ah, Léon, alors là, t'es beau dans le coucher de soleil. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see